Madame, Monsieur, bonsoir. Dialogue national. On en parle de plus en plus. Qui pour participer à ces dialogues? De quoi devront-ils parler les belligérants autour de la table? Et pour quelle finalité s'y réunir? Nous allons en parler dans cette émission. Quand est-ce qu'il faudra tenir ce dialogue? Et pour en parler, notre invité, il s'agit de M. Popol Djamani. Il est secrétaire général de l'UDDC, c'est l'Union pour la démocratie et les progrès du Congo. Bonsoir. Bonsoir. L'Union pour la démocratie et le développement du Congo. Ah, l'Union pour la démocratie et le développement du Congo. Le développement du Congo. L'UDDC. Vous en êtes secrétaire général. Évidemment. Vous êtes un parti membre de l'Union sacrée. Oui, je suis signateur. Je suis personnellement signateur de la charte de l'Union sacrée. La nouvelle charte. Oui, la nouvelle charte. Le président Charles Bamana m'avait mandaté quant à ce, au regard de ses occupations, parce qu'il faut rappeler ici que notre président national, M. Charles Bamana, est un ancien de l'IDPS. Et que, ayant milité longtemps à côté de Feu Tshisekedi, il a voulu, évidemment, faire appel aussi à d'autres jeunes, à d'autres personnes, à d'autres Congolais et Congolaises qui estiment partager une ambition, celle de développer le Congo, au lieu que nous restons simplement dans l'effleuri de la combinaison de partis politiques qui veulent conquérir le pouvoir rien que pour le pouvoir. C'est à ce titre-là qu'il a mis en mouvement ce parti politique et dont je suis le secrétaire général. Vous avez signé la nouvelle charte qui a été entérinée dernièrement lors du deuxième congrès de la plateforme présidentielle. Effectivement. Est-ce que ça se passe bien à l'Union sacrée en ce temps? Bon, vous savez, dans toute famille, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes parce que nous avons constaté, et je crois que d'autres structures politiques seront d'accord avec nous, que lorsque nous sommes des partis politiques proches du pouvoir, il ne faut pas seulement tenir compte de ceux qui ont une certaine représentativité au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau des assemblées. Il faut tenir compte des partis politiques qui ont un ancrage, des partis politiques qui ont une certaine philosophie et des partis politiques qui savent consolider le pouvoir du président de la République ou encore consolider les institutions de la République. Dès lors que nous ne partageons pas toujours cette même vision, certains partis politiques, membres de l'Union sacrée, sont appelés à devenir les spectateurs au lieu de devenir les acteurs. Très bien. Alors, on vous a invité sur ce plateau pour parler de l'actualité dominée par ce débat autour de la tenue du dialogue national. Vous savez, ce dialogue national, on l'a évoqué à la suite de la crise que connaît actuellement le pays. C'est la crise sécuritaire. 2 grandes villes du pays sont occupées par l'armée rwandaise, mais également avec ses supplétifs du M23 AFC. Alors, comment trouvez-vous d'abord tout ce qui s'est dit autour de la tenue de ces dialogues? Il y en a qui estiment qu'il faut d'abord en finir avec la guerre. D'autres pensent qu'il faut tenir le dialogue pour en finir avec la guerre. Écoutez, je me réjouis déjà que c'est sur votre plateau que je vous avais dit qu'en 2022, nous avons saisi le président de la République pour lui faire comprendre qu'il ne devrait pas organiser les élections en 2023 et qu'il fallait qu'on puisse se retrouver sur une table, genre de format, dialogue, tout ce que vous voulez. 4 ans, 5 ans après, l'histoire nous donne toujours raison. Aujourd'hui, pour ceux qui estiment que nous Est-ce que les éléments de 2022 étaient en train de présager une rébellion ou une crise sécuritaire? Parce que 2022, la crise existait déjà, Bunagana est tombé en 2022. Gérer, c'est prévoir. Et nous pensons qu'en tant que force politique, en tant que membre de l'Union sacrée, lorsque nous nous permettons d'élever une voix pour alerter les autorités, pour alerter d'autres forces politiques qui accompagnent le président de la République, nous devons savoir stopper et écouter pourquoi l'UDDC avait alerté, pourquoi Popol Djamani avait alerté. Lorsque l'on ne le fait pas à temps, maintenant nous subissons une conséquence pour laquelle nous devons maintenant changer les fusils d'épaule. Que donc aujourd'hui, pour ceux qui estiment qu'il faille d'abord que nous puissions récupérer les villes suivant une position militaire ou bien suivant une certaine diplomatie, nous sommes d'accord avec eux, mais tant que le Rwanda ne subit pas des sanctions dissuasives de la part des partenaires
privilégié de la République démocratique du Congo. Il faut rappeler ici qu'à part la Belgique, la France, aujourd'hui, les États-Unis deviennent un partenaire privilégié de la République démocratique du Congo. Que donc, à travers ces grandes puissances, entre guillemets, s'il n'y a pas une sanction directe contre le Rwanda, eh bien, nous aurons toujours la même situation, nous aurons ces statu quo, que donc, lorsque la communauté internationale, lorsque les Nations Unies vous disent, lorsque l'Union européenne présente que la solution ne sera pas toujours militaire, nous devrons considérer que cette solution passera soit politique, soit diplomatique. Maintenant que le terme est entendu de part et d'autre, est-ce qu'il faille organiser un dialogue? Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut que le Congolais se parle. Déjà, il faut rappeler ici... Dans ce contexte-là d'occupation, organiser le dialogue dans ce contexte d'occupation. Il faut rappeler l'histoire. Nous sommes en 2001, en 2002 ou en 2003, la République démocratique du Congo était divisée. Et sous le cas de l'occupation, nous avons eu Sun City. Nous avons eu Sun City. Sun City, nous ne l'avons pas eu parce que Jean-Pierre Bemba n'occupait pas une ville. Non. Nous avons eu Sun City parce que Jean-Pierre Bemba, à cette époque, avait une portion des terres qu'il occupait en République du Congo. Nous avons eu le Roubaix-Roi qui avait une portion. Et donc, à cause de cette position-là, nous sommes allés vers Sun City. Oui, mais à l'époque, il y avait quand même un flou par rapport aux pays étrangers qui soutenaient ces mouvements rebelles. Cette fois-ci, ce n'est plus la même chose. Cette fois-ci, on parle beaucoup plus d'une agression étrangère, l'agression rwandaise. Pourquoi vous parlez d'un flou? Lorsque nous avons une décision de justice qui condamne l'Ouganda pour les agressions commises, les guerres commises en RDC. C'est pour la guerre des 6 jours. Oui, la guerre des 6 jours entre l'Ouganda et le Rwanda. Oui, c'est ce que je dis. Comment vous dites qu'on n'avait pas identifié? Comment vous pouvez dire cela? Parce que nous avons vu le Rwanda accompagner l'FDL. C'était des forces étrangères qui étaient identifiées et identifiables. Qu'aujourd'hui, nous estimons qu'il n'y a que le Rwanda qui est visible, alors nous faisons un très mauvais calcul. Parce que l'Ouganda est toujours derrière. Même si la politique voulue par le président de la République ne veut pas avoir plusieurs fronts verts. Mais nous devons le savoir que l'Ouganda a les mêmes revendications que celles de l'armée rwandaise ou du régime de Kigali. Alors, qui devrait se retrouver autour de la table? Parce que vous dites que dans ce contexte d'occupation, rien ne peut empêcher la tenue d'un dialogue national. Qui devrait se retrouver autour de la table? Bon, nous l'avons toujours dit. Pour nous, en tant qu'analyste politique, en tant que secrétaire général d'un parti politique, en tant que Congolais, il faille diviser en 3 branches les différentes négociations. Il y a la négociation avec les forces qui ont pris les armes. Vous avez la suite par rapport à ce qui s'est passé à Nairobi via, aujourd'hui c'est vers Doha. Vous avez la rencontre avec les opposants de Kinshasa qui n'ont pas pris les armes. Et donc, pour ça, nous avons demandé au président de la République qu'on puisse organiser ces dialogues-là avec ses opposants à Kamba. Nous l'avons proposé et nous attendons que le président de la République puisse écouter au moins notre voix. Et ensuite, dialoguer donc, avec... Ça sera plusieurs dialogues alors, plusieurs forums. Il faille parce que ce n'est pas la même thématique. Ce n'est pas la même thématique. Ce n'est pas la même thématique. Okay. Ce que revendique Nanga n'est pas forcément ce que revendique, voudrais-je dire, Denis Mukwege, ou dirais-je, Sesanga, encore Moïse. Je ne pense pas. Puisque si vous regardez bien de près, Nanga revendique autre chose. Et les opposants en interne revendiquent autre chose. Et ceux qui sont exilés revendiquent aussi autre chose. Que donc, il faille dissocier. Est-ce que ce n'est pas la même thématique ou ce sont les mêmes thématiques, mais les moyens de pression sont différents? Les autres ont pris les armes, les autres n'ont pas pris les armes. Mais peut-être pour les mêmes thématiques, les mêmes revendications en quelque sorte. Ça dépend de comment vous regardez le verre. D'autres vont dire que le verre est à moitié vide et d'autres, le verre est à moitié plein. Nous, ce que nous constatons, c'est que si nous n'arrivons pas à faire le distinguo entre ceux qui ont pris les armes avec les revendications, parce qu'il faut rappeler ici que nous avons commencé avec le processus de Nairobi pour les groupes armés. On ne parlait pas ici des opposants du régime, des opposants qui n'ont pas tenu les armes. Donc, il y avait ce côté-là. On a commencé le dialogue avec Rwanda pour terminer à Washington avec l'accord. On ne retrouvait pas les opposants qui ont tenu les armes. Aujourd'hui, il y a maintenant une force interne qui demande à ce qu'il y ait un dialogue interne. Donc, nous devons partir sur 3 paliers et considérer que chaque palier doit converger vers
une plus grande rencontre. Qu'y mettre tous dans un même sac aujourd'hui, ça nous donnait double travail. Ah, si je comprends bien, il faut d'abord, en fait, avoir 3 forums différents. Effectivement. Avec des thématiques différentes. Et par la suite, faire une convergence tout le monde ensemble. Voilà, c'est ça. C'est la meilleure situation, c'est la meilleure solution que nous pouvons préconiser au niveau de la famille politique où nous sommes membres. Sinon, les pires des cas, pour nous, serait de demander la dissolution de l'Assemblée nationale. La dissolution de l'Assemblée nationale? Effectivement. Puisque la crise part de là. Lorsque nous voulons analyser froidement le conflit interne en République démocratique du Congo, ça part des élections de 2018, ça part des élections de 2023. Que donc, si toutes ces forces veulent avoir une certaine représentativité, nous devons dissoudre l'Assemblée nationale pour permettre aux uns aux autres de pouvoir participer. Mais ceux qui ont pris les armes, Corneille Nangaa, pour ne pas le citer par exemple, c'est lui qui a proclamé Tshisekedi vainqueur en 2018. La crise est partie des élections de 2018. Mais quand vous suivez Joseph Kabila, c'est l'allié de Tshisekedi à l'issue de la présidence. Quand vous suivez Martin Fayulu, il n'a pas pris les armes, lui. Quand vous suivez Martin Fayulu, il revendique quoi? La vérité des urnes. Mais il n'a pas pris les armes. J'ai parlé des 3 piliers. J'ai parlé de ceux qui n'ont pas pris les armes, j'ai parlé de ceux qui ont pris les armes. J'ai dit parmi les solutions. Et la dissolution de l'Assemblée nationale, pour nous, serait une autre solution, plus idoine, mais qui permettrait de résoudre, tant soit peu, les vrais problèmes internes. Ok. Voilà. Alors, maintenant, quand on aura ce forum qui réunirait tout le monde, on parlerait de quoi? Tout sauf rien. Mais moi, je voudrais que l'on parle aussi de la révision constitutionnelle. Que l'on parle de la révision constitutionnelle? Effectivement. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas... Qui va l'évoquer? Nous. Et pour quel objectif? Parce que nous sommes en train de discuter sur la vie d'une nation. Nous ne pouvons pas comprendre que depuis 60, nous avons les mêmes têtes. Nous avons les mêmes têtes dans les institutions de la République démocratique du Congo. Depuis 60. Nous ne pouvons pas comprendre depuis l'avènement de la Constitution de 2006, nous avons les mêmes têtes. Cela veut dire que l'université ne produit pas... C'est la faute à la Constitution? Elle n'a pas délimité les mandats électifs des représentants du peuple. Et pour nous, nous pensons que, puisque nous allons aller dans un dialogue, nous devons créer cette assise. Et en créant cette assise, nous aurons le renouvellement de la classe politique. Parce que vous dites que nous disons que les élections ramènent le renouvellement de la classe politique. Mais ces élections, s'il n'y a pas de mesures qui limiteraient les mandats des représentants du peuple, comme pour le président de la République, on n'aura jamais le renouvellement d'une classe politique. On aura toujours une même famille. Qu'est de lors, si les Congolais doivent participer à la construction de la République, il faut que la Constitution soit réellement plus ouverte et protège chaque parti. Il faut rappeler ici que les élections sont sociologiques. Que donc, ici chez nous, lorsque nous devons parler élections, c'est au niveau de la base. Mais comment je peux aller en face de moi lorsque j'ai quelqu'un qui, depuis 2006, a toujours été élu? Vous êtes d'accord avec moi que le Parlement aujourd'hui, l'Assemblée nationale aujourd'hui, ne fournit aucun débat quant à la situation de l'Est. Il ne faut que proroger l'état de siège, mais nous n'avons pas de vrais débats. Alors, lorsque vous en appelez à la dissolution de l'Assemblée nationale, ce serait l'une des résolutions du dialogue. Nous, en tant que citoyens congolais, nous apportons notre contribution. Oui, c'est pourquoi je voudrais avoir une précision. Ce serait l'une des résolutions au dialogue. Effectivement. Parce que si les uns estiment que les élections se sont mal déroulées, si d'autres estiment qu'ils ont perdu parce qu'il y avait, comme dirais-je, un enveloppe électoral voulu par Martin Fayulu, alors donnez à ce Congolais-là la chance de pouvoir y participer. En tenant aussi compte que les partis sont impersonnels. Que donc, si un parti politique ou un membre se retrouverait condamné pour tel fait, nous n'avons pas besoin de lier l'individu au parti politique. Que de lors, ces partis pourraient aussi avoir des représentants. À ce moment-là, nous n'aurons plus qu'à vouloir discuter à l'extérieur, nous aurons déjà des représentants qui pourront parler au niveau des institutions. Et c'est ça aussi la stabilité des institutions. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, il faudra la reconstituer.
avec les délégués des différents partis politiques. Effectivement. Je vous rappelle qu'il y a plus de 900 partis politiques au Congo. Les Congolais vont choisir. Mais donnons la possibilité à ceux qui n'ont pas eu de représentants. Je vous rappelle ici que Kaboun était emprisonné. Jean-Marc Kaboun, président de l'Alliance pour le changement. Donc, il n'a pas participé. Que donc, vous pensez que Jean-Marc Kaboun ne veut pas devenir député national? Vous pensez que ses membres ne peuvent pas avoir des représentants? Vous pensez que ces partis n'ont pas besoin d'avoir des représentants? Nous devons réfléchir pour le Congo. De la même manière qu'aujourd'hui, les chefs d'État se pavanent à travers le monde, les anciens chefs d'État se pavanent à travers le monde, pour trouver une solution à la crise congolaise, il nous appartient, nous aussi, de réfléchir. Et parmi les solutions que nous préconisons, nous disons qu'il faille dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, lorsqu'on dissout l'Assemblée nationale, on la reconstitue avec les délégués des partis politiques. Que deviennent les enjeux 2028? Mais écoutez, la Constitution est claire quant à ce. La Constitution est claire quant à ce. La Constitution est claire par rapport aux élections 2028, oui. Mais elle n'est pas claire par rapport à l'Assemblée nationale dont vous voulez la dissolution. Qui vous dit? Parce que lorsque vous venez, c'est pas parce que vous venez avec une Assemblée nationale renouvelée qu'il faut commencer le mandat à ce moment-là. Non. Le député national qui remplace celui qui est nommé pour une autre tâche, va-t-il dire que mon mandat commence là, mes 5 ans commencent là? Non, il continue le mandat. C'est que nous, les députés qui vont revenir reconstituer, vont continuer le mandat de ceux pour qui nous avons considéré qu'ils n'ont pas fait le travail. Vous oubliez que ce sont eux qui produisent les lois. Ils pourraient créer une formule selon laquelle, vous savez, quand les gens se refont une santé financière, ils trouvent toujours des raisons scientifiques, juridiques, politiques, pour créer une prolongation que l'on ne saurait contrôler. Beaucoup ont sous-estimé le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il a dans sa gabégie plus d'une pièce des rechanges. Que donc aujourd'hui, aucun député national ou aucun bloc de députés nationaux voudront mettre en branle une position voulue par le garant des institutions. Dès lors que pour dissoudre l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait une crise et que si cette crise est vérifiable et vérifiée, il applique clair à la Constitution et c'est clair. Oui, c'est vrai, on a vu que Tshisekedi, dans sa gibecière, a eu beaucoup de solutions, même sur le front diplomatique. On a vu ça, mais il y a des gens qui lui prêtent les intentions de vouloir jouer aux prolongations au-delà de 2028. Pour vous, ce dialogue national devrait se tenir à quel moment? En 2028. En 2028? Oui. Parce que jusque-là, d'abord, les cessez-le-feu voulu par l'Angola ne va pas tenir long feu. Le cessez-le-feu ne va pas tenir long feu. Je vais revenir à ça après. Parlons d'abord de 2028. Mais non, mais il n'y a pas de souci. J'ai dit que le cessez-le-feu ne va pas tenir long feu. Lorsque Bounagan était pris, lorsque en 2000, si je m'abuse, c'est 2016, la majorité du FCC, saisissant la Cour constitutionnelle pour démontrer qu'il y aura un problème pour pouvoir organiser les élections dans les délais, la Cour s'était prononcée. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème des paiements, il y a un problème de la mobilisation des recettes. Ouais. Que de lors, ce problème-là va aussi entacher le processus électoral. Il faut que nous arrivions à dire aux Congolais une vérité. La vérité, c'est que les élections de 2028 deviennent pour nous hypothétiques. Que dehors. Les élections 2028 deviennent hypothétiques. Pour nous, elles deviennent hypothétiques. Dans la mesure où Goma, dans la mesure où Bukavu, dans la mesure où les territoires sont occupés, si nous allons aux élections en tenant compte de ce paramètre-là, nous disons que nous avons trahi ce peuple-là. Nous avons trahi ces Congolais qui se trouvent de cette contrée-là. Or, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, n'est pas de cet avis. Puisqu'il n'est pas de cet avis, il voudra mettre le moyen, que ce soit sur le plan militaire, diplomatique et aussi politique, pour que la solution puisse arriver. Mais dès lors qu'il y a un début de concertation au niveau de l'Angola, ceux qui vont vouloir y participer vont élever chacun ses contraintes. Vous trouvez sérieux qu'Enanga arrive en Angola sans tenir compte du paramètre de son parrain? Sans tenir compte
des objectifs visés par son parrain Paul Kagame. Oui, mais c'est là que je ne vous comprends pas. Lorsque vous souhaitez que c'est le bon moment pour tenir le dialogue, mais en même temps, vous dites qu'il va tenir compte J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Des objectifs de son parrain. J'ai parlé des paliers. Parler avec le groupe armé. Ah, avec eux À part. Mais si nous arrivons aujourd'hui, format Angola, vous pensez que Nanga tiendra un discours sans se référer à sa hiérarchie? Je ne pense pas. Que donc, pour nous, il faut subdiviser ce forum en 3 lots. Le premier lot, c'est la continuité de Doha par rapport à Nairobi. Okay. Et là, on traite la question AFC M23. Qu'il faille que le président de la République envoie. Et là encore, il faille que le président de la République revoie l'équipe qui accompagne les débats. Nous pensons que l'équipe voulue par le président de la République pour les négociations au niveau de Doha doit être réconfigurée. Pourquoi? Il faut qu'il y ait des experts. Il n'y en a pas, vous estimez? Je le pense. Parce que lorsque nous regardons ce que nous faisons, les avancées que nous avons, à un moment donné, ça boite, à un moment donné, ça bloque. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un répondant ici. On estime parfois que nous sommes en retard. Alors, si on arrive à mettre le membre du gouvernement, on a mis à mettre l'Assemblée nationale, une délégation de l'Assemblée nationale, une délégation du gouvernement, une délégation des services spécialisés. Je pense que le contour pour lequel nous allons que le gouvernement va négocier à Doha, sera plus renforcé. Parce qu'il faut rappeler ici qu'il reste 6 piliers. Il reste 6 piliers. Et parmi les 6 piliers, il y a cette question du dialogue national. Vous comprenez? Donc nous ne pouvons pas avancer avec le groupe armé sans que nous ayons finalisé les 6 piliers. De l'autre côté, pour M. Sessanga, M. Fayulu, qui viendront de bonne foi au niveau de l'Angola, et aussi ont leurs revendications. Vous avez Wemba, vous avez Diongo, qui se disent exilés, ont aussi leurs revendications. Donc si nous mettons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous arrivons à dissocier ce lot-là, je pense que nous aurons nous-mêmes compris, quel est le vrai problème que nous n'avons pas arrivé à trouver une solution lorsque nous nous sentons isolés. Mais lorsqu'il y a la convergence des vues, nous pouvons déceler facilement comment est-ce que nous pouvons conduire la nation. Alors, je reviens un peu au lien entre le Rwanda et l'M23. Comment trouvez-vous ce lien? Parce qu'on était en train de dire que Tshisekedi appelait le M23 l'AFC des pantins, des supplétifs, et puis proxy rwandais, jusqu'à ce que Paul Kagame sort ses revendications territoriales en RDC pour annexer les terres congolaises au Rwanda. Il avoue sa coordination sécuritaire avec l'AFC M23. Comment voyez-vous ce lien entre les deux? Vous savez, nous devons expliquer aux Congolais une vérité. La vérité, c'est laquelle? Sur le bloc de la communauté internationale, vous avez trois axes. Vous avez l'axe financier, vous avez l'axe politique et vous avez l'opinion publique. Lorsque l'axe politique a constaté qu'il faille avoir des minéraux stratégiques pour pouvoir assurer une prédominance à travers le monde, ils ont utilisé Kagame, ils ont utilisé Museveni pour pouvoir endeuiller la nation congolaise. Lorsque, évidemment avec l'axe financier pour pouvoir consolider avec les groupes armés. Lorsque l'opinion publique arrive à démontrer, et c'est là où l'ingéniosité du président Tshisekedi, il arrive qui a quand même permis à faire dévoiler ce qui était caché. Il a pris l'opinion publique. Oui. Il a pris l'opinion publique, il dit, ok, puisque nous sommes dans le même contexte avec l'Ukraine, puisque vous voyez ça, il prend cette opinion publique et il fait de ça sa diplomatie agissante. L'axe politique de la communauté internationale s'est dit non, nous ne traiterons plus avec nos partenaires pour piller la République de Congo, nous traitons directement avec les autochtones. Raison pour laquelle vous avez aujourd'hui l'accord de Washington. Kagame se retrouve isolé, puisque le départ, ce n'était pas ça. Et aujourd'hui, Kagame commence à dire des vérités que beaucoup ignoraient. Beaucoup ignoraient. Il dit, vous m'avez utilisé pour piller, et aujourd'hui, vous me demandez de tout laisser, alors que ce n'était pas ça notre accord. Vous voyez. Et pour justifier
c'est qu'on avait dit... C'est une manière pour lui aussi de faire pression sur lui pour qu'il puisse un peu ne pas les sanctionner. Voilà, hein. c'est comme ça que l'opinion, l'axe politique, se dit, ok, nous les gardons quand même. Qu'est-ce que nous faisons? Nous trouvons un accord de partenariat, un accord économique entre le Rwanda et la RDC. C'était pour essayer de souiller ces revers de main pour lesquels Kagame s'était accroché. On refuse de l'humilier. On refuse de l'humilier parce qu'ils étaient accrochés sur cela. Okay? Maintenant, aujourd'hui, l'opinion est grandissante et le président Tshisekedi a fait comprendre à l'opinion, si vous voulez de nos richesses, passez directement, pourquoi vous pouvez passer par une autre personne? Que donc, aujourd'hui, en voyant que les dangers s'éguettent, en constatant que si on ne négocie pas avec le M23, ça veut dire que je serai isolé, il prétend en disant, si j'ai l'AFC, c'est pour attaquer le FDLR. Et ça revient à remettre en considération le lien qui existait déjà bien enfant, parce que aujourd'hui, nous n'allons pas nous dédire. Les rapports de la communauté internationale, la documentation des Nations Unies était claire déjà au préalable que le M23 était soutenu par le Rwanda. Ce n'est pas parce qu'il est dit aujourd'hui qu'il va contredire ce que nous savons déjà. Non, mais il l'est nié et puis il l'admet. Oui, mais c'est ce que je nous dis. C'est-à-dire que les rapports des Nations Unies les disaient déjà. C'était maintenant une façon pour lui de dire, ok, je suis acculé ici, j'accepte. Parce qu'on était sur place d'une documentation, maintenant nous avons un représentant du Rwanda qui le dit au cours d'une séance de travail aux Nations Unies. Dès lors, cela fait déjà une partie gagnée pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons couper le bras de Kagame via ce groupe d'armées qu'il est en train d'alimenter. Et pour ce faire, il faut couper les bras. Il faut couper le bras. Tant qu'on n'a pas coupé les bras... C'est facile de couper les bras. Si, lorsque... Parce que ce bras... Allez-y. Lorsque nous appelons à un sursaut patriotique, et que chacun de nous arrive à se remettre en cause sur ce que ferait demain après lui la République démocratique du Congo, c'est à ce moment-là que le bras peut être coupé. C'est là où l'essence même maintenant de ce dialogue voulu, après avoir extirpé tout le point de convergence avec le trois paliers, le trois lots. La manière dont vous expliquez, ça paraît un peu trop facile que Kagame, qui détient le rapport des forces militaires, parce qu'il faut rappeler que ce rapport des forces militaires n'est pas congolais. Les Congolais, ils sont beaucoup plus sur la branche politique. La branche militaire est beaucoup plus rwandaise. L'ONU a dit que les opérations militaires sont guidées à partir de Kigali. Effectivement. Comment il va facilement les lâcher pour qu'ils viennent vous écouter autour de la table? Vous savez, j'ai toujours dit et souhaité que l'armée congolaise arrive à bombarder un peu une ville. Vous savez, en tant que président de la République, le président de la République, avec l'équipement qu'il a aujourd'hui, avec la restructuration de l'armée, en tant que commandant suprême, s'il décidait aujourd'hui, nous sommes le 16, de bombarder une ville, je peux vous rassurer que le lendemain matin, toute la communauté internationale sera à la porte de Ndjili. Ouais. Que donc, si le président Félix Tshisekedi n'attaque pas, ce n'est pas un esprit de faiblesse. Il veut simplement que la communauté internationale puisse une fois de plus se retrouver responsable. Je tiens à dire sur votre plateau que d'ici 5 ans, nous aurons une décision similaire à celle de l'Ouganda, où le Rwanda paiera les indemnités au peuple congolais. Parce que ce n'est pas une question du président Tshisekedi. C'est-à-dire que c'est lui qui viendra, nous qui allons aller au dialogue, nous qui allons discuter entre frères et sœurs, nous allons faire sortir des résolutions qu'il faille que les instances saisissent la communauté internationale pour que, d'ici là, le régime de Kigali puisse payer, comme l'a fait hier l'Ouganda. La question que j'aimerais maintenant poser, je la pose autrement, par rapport au lien toujours entre le Rwanda et l'AFC-M 23. Comment est-ce que l'autorité de l'État pourrait être restaurée dans les zones occupées après le dialogue national qui ne concerne pas le Rwanda qui est dans un processus de paix avec nous à Washington, mais qui a violé l'accord? Vous savez, c'est une bonne question, parce que faisons-nous de cela? C'est ça. Parce que pour pouvoir parler de l'autorité de l'État, nous devons prendre en compte ceux qui occupent aujourd'hui les zones occupées. Donc,
la question revient encore qu'il faille nous regarder. Parce que si nous n'optons pas pour l'opération militaire, récupérer Bunagana, récupérer Bukavu, récupérer Goma, bien alors là, nous aurons, même après le dialogue, une partie qui voudra rester en stand-by à Goma jusqu'à ce qu'on organise les élections. Et même lorsqu'on organisait les élections en 2030, okay, est-ce que vous trouverez normal, l'opinion publique congolaise, quinoise en particulier, trouverait normal de revoir un Nanga en train de sillonner sur le boulevard? C'est là que je reviens maintenant au cessez-le-feu. Vous aviez dit tout à l'heure que les cessez-le-feu proposés par l'Angola ne vont pas tenir. Quels sont les éléments à votre disposition qui vous le font dire? Écoutez, vous avez parlé des rapports de force. Ouais. Pour le régime de Tshisekedi, le régime que nous soutenons, tant que nous n'avons pas démontré à Kagame que nous sommes une nation forte, une nation unie, une nation qui veut garder l'intégrité territoriale, ok, dans la tête de Kagame, aucun message passera. Que de l'or, si nous pilonnons, vous savez, j'ai toujours dit aux gens, on peut lancer un appel en disant, les habitants de Goma, les habitants de Bukavu, nous ouvrons un corridor. Vous avez 6 mois pour que tout le monde quitte là-bas et entre. Et nous allons pilonner. Pour entrer où? Soit en Ituri, soit avec, évidemment, nous allons créer des passerelles avec des protections. Et après, nous pilonnons. Nous pilonnons Goma. Nous pilonnons Bukavu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? La communauté internationale a décidé de mettre des moyens pour reconstruire l'Ukraine. Nous allons pilonner et nous allons reconstruire notre pays. C'est aussi ça, diriger. Pilonne et reconstruire. Pour gagner et reconstruire. Puisque si nous avons un pied malade, soit on l'arrache, soit on trouve des produits capables de déraciner la maladie. Ou de déraciner le virus qui m'empêche de bien marcher. Dès lors que les médecins ont décidé qu'il n'y a aucun produit, mais pour me garder vivant, ils jugent qu'ils doivent m'amputer un pied, j'accepte. Et donc aujourd'hui, si nous voulons restaurer l'autorité de l'État, nous devons pilonner Goma. Pilonner Goma. Pilonner Goma. On donne 6 mois à toute la population. À toute la population de quitter. On sécurise. Mais il y a un problème au niveau d'identité, des pièces d'identité. Hein. Vous savez, on a eu des informations sur le là déplacement, aussi, la relocalisation des populations congolaises. C'est là aussi où il y a le bas-biais au niveau du gouvernement congolais. L'intelligence congolaise n'est pas très exploitée. Il y a des informaticiens capables de vous développer des logiciels ici de reconnaissance faciale. Okay. Il y a des informaticiens capables de vous développer. Pourquoi vous avez toujours besoin? Pourquoi nous avons toujours besoin de payer à des firmes des millions de dollars alors qu'on peut prendre ces mêmes montants et appeler les étudiants de l'UNIKIN, de l'IVIPA et tout consomme, créer des logiciels pour nous aider à identifier le peuple. Tant que nous ne faisons pas recours à notre intelligence... la reconnaissance faciale va renvoyer à quoi? Mais pour identifier. Puisque ceux qui sont de l'autre côté, on sait déjà les identifier. Tout ce qu'ils font avec nous, on sait les identifier. Est-ce qu'il n'y aura pas une erreur là par rapport à, non, je pense à la pas. faciès? Je ne pense pas. Lorsque les choses sont bien élaborées, je ne pense pas. En tant qu'informaticien, je peux le dire, je ne pense pas. Ça veut dire que si la base de données est bien constituée, si les systèmes d'aide à la diffusion sont bien structurés, nous allons identifier qui est qui. Et ça va permettre aux populations de Goma de venir. Et après, lorsqu'on va commencer à reconstruire, ils vont regagner chez eux. Et maintenant, là, il y aura l'autorité de l'État. Donc, sans pilonner Goma, c'est difficile que l'autorité de l'État se restaure dans les zones occupées. Écoutez, imaginons que nous allons à l'Angola. Je voudrais reposer la question, même si ce n'est pas moi le journaliste. Oui. Vous voyez Nanga dans un véhicule traverser le boulevard à Kinshasa? Donc, si nous arrivons à un dialogue, nous pensons qu'il y aura une ouverture. Laquelle ouverture, le FIRGL risquera de créer une nouvelle police neutre pour sécuriser ces gens. Parce que parmi les conditions que nous attendons du dialogue, c'est quoi? C'est que l'autorité de l'État puisse redevenir effective. Ça veut dire que Kinshasa puisse gérer Goma, puisse gérer Bukavu. Mais si ces personnes sont là, même s'il y a cette mesure qui l'accompagne, ils vont vouloir rester là-bas. Est-ce qu'ils vont aussi laisser la population sortir
parce qu'ils se servent de la population comme bouclier humain. Les occupants. Vous savez, bon, ça c'est un vrai débat, mais bon, maintenant, il faut que les techniciens puissent comprendre la pensée. Ok. Il y a plusieurs canaux de diffusion que l'on puisse utiliser pour permettre que ces choses puissent arriver. Dès lors que nous n'avons pas encore pris cette solution, parce qu'aujourd'hui, militairement, nous sommes capables, le gouvernement congolais est capable de récupérer Goma et Bukavu. Et ça doit être dit pour dit. Ah, alors, comment voyez-vous la position de Joseph Kabila, l'ancien président de la République? Ses mouvements, ses faits, gestes, il a créé, sauvons la RDC, on l'a condamné à mort parce qu'on l'accuse d'être le vrai patron de l'AFC. Comment voyez-vous ces mouvements? J'aurais voulu, en tant que Congolais, que les panels des anciens chefs d'État africains qui sont médiateurs dans le conflit à l'Est puissent permettre une rencontre entre l'actuel chef de l'État et l'ancien. Si ces panels, ces facilitateurs-là, les anciens chefs d'État, arrivaient à permettre que les deux, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila, arrivaient à se rencontrer dans un endroit, ils peuvent décider, ok? Je pense qu'il y aura quand même aussi une diminution des tensions. Ok. Et je voudrais aussi rappeler ici que nous ne pouvons pas... Les antagonismes sont tellement profonds que... Évidemment. Nous ne pouvons pas ici ausculter la responsabilité de l'Ouganda dans la crise à l'Est. Aujourd'hui, je peux dire que l'honorable Vital Kamerhe avait raison de parler de l'œil du cyclone. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où nous devons arriver. Nous devons arriver là où le Rwanda, l'Ouganda, la RDC et même notre partenaire aujourd'hui, le Burundi, nous nous mettons d'accord pour que plus jamais ce qui s'est passé pendant 30 ans ne puisse revenir. Et tant qu'il n'y aura pas des négociations directes entre chefs d'État sur cette question, avec évidemment la participation de l'ancien chef d'État, étant donné qu'il a dirigé pendant 18 ans, okay, même s'il est condamné, on trouverait une solution idoine au vrai problème de la crise à l'Est. Je reviens au dialogue national. Vous avez souhaité qu'il se tienne en 2028. Pour vous, le moment propice pour tenir ce dialogue, c'est en 2028. Pourquoi pas 2026 déjà? Nous sommes... Le président Tshisekedi a encore son mandat. Ah, il a encore son mandat. Il a encore son mandat. Et donc, sur cette question, je ne vois aucun conseiller lui dire d'organiser des dialogues aujourd'hui. Il a encore son mandat. Oui, mais donc la souveraineté nationale est limitée. Raison pour laquelle, vous avez vu, il dit, ok, les Congolais qui veulent de ces dialogues, allez commencer d'abord par un pré-dialogue au niveau de l'Angola. Maintenant, le vrai problème, c'est que les conclusions qui vont ressortir au niveau de l'Angola, ok, quand est-ce que ça sera en application pour la RDC? C'est ça. Si nous estimons que nous aimons le Congo, nous allons aller comme sous Kabila, concertation nationale, Edem Kodjo, et puis Senko. Donc, en 2028, pour 2030, vous aurez Senko. Mais maintenant, aujourd'hui, on aura quoi? Est-ce qu'on va vers les concertations nationales ou on va vers le dialogue de Edem Kodjo? De plus en plus, toutes les forces politiques et sociales exigent la tenue du dialogue national. Je repose la question par rapport à l'ancien président Joseph Kabila. Il a son mouvement, il a son parti, le PPRD, qui a vu ses activités être suspendues. Deux animateurs de ce parti être arrêtés. Dans l'hypothèse où les dialogues s'étaient nés en 2028, voyez-vous une large ouverture politique qui permettrait à un gouvernement de large union nationale avec les opposants dedans, Tshisekedi au pouvoir, pour ouvrir une transition? Je ne vois pas, pour l'instant, les membres du FCC être partie prenante dans le gouvernement à venir, à l'issue du dialogue. Vous ne les voyez pas y participer? Je ne vois pas. Pourquoi? Les mêmes causes seront produites parce qu'ils ont été avec le président Tshisekedi,
ils ont à un certain moment bloqué la machine, que donc le président Félix Antoine Tshisekedi ne voudra plus. Ok. Il constitue pour eux un cauchemar. C'est pas un cauchemar. En quelque sorte, un cauchemar. Ils ont été ensemble dans la FCC Cash. Ce n'est pas un cauchemar. Ils ne pensent plus se remettre ensemble autour d'un autre ce n'est pas un cauchemar. Gouvernement. Il faut simplement éviter les erreurs du passé. Et je crois que, aussi bien pour nous, notre régime, que pour ceux qui accompagnent Joseph Kabila, ils ne voudront pas. S'ils vont vouloir revenir dans les instances, ils attendront aux prochaines élections. Ils n'ont pas participé aux élections de 2023. Oui, ils n'ont pas participé aux élections de 2023. Ils vont participer à celles de 2030. Ce sera quoi la différence entre 2023 et 2030? La différence, c'est qu'ils savent que leur partenaire ne va plus se repositionner. Ah, il ne va plus se repositionner, mais il peut toujours trouver un dauphin, si dans l'hypothèse où... La question du dauphinat, c'est quand même compliqué. La question du dauphinat, c'est quand même compliqué. Parce que si le dauphin, voulu par le président Félix Antoine Tshisekedi, ne partageait pas les mêmes convictions que le président Félix Antoine Tshisekedi, il sera affaibli. Nous aurons la même crise que nous avons eue en 2023. Comment ça? Il y aura éclatement de la majorité. Ah, ok. Puisque nous qui sommes sociétaires des unions sacrées et qu'il faille organiser des élections, même si les futurs présidents de la République feraient le choix voulu par le président de la République ou bien de sa plateforme, s'ils ne sont pas de la même famille politique du président de la République, il n'aura pas les mêmes avantages. Cela veut dire qu'il peut être, je prends un cas, d'un parti X, ok, on va lui concéder 15 à 20 députés. Et les autres vont garder une certaine majorité. Donc, nous allons revenir sur le problème. Voilà pourquoi nous disons, pour éviter cela, il faut déjà commencer à réviser la Constitution. Okay. Permettre à ces députés qui sont aujourd'hui là, de venir, s'ils vont se représenter, une dernière fois, et de ne plus jamais se représenter. Ok. Pour permettre à d'autres figures de... à venir. C'est ça, le développement. Et aussi, nous qui prenons le développement, nous pensons que les grandes institutions de la République ne doivent plus rester qu'à Kinshasa. Il faut qu'il y ait un éclatement. Qu'on retrouve par exemple la Cour constitutionnelle à Kisangani, le siège de la Cour constitutionnelle à Kisangani. C'est aussi ça, développer la République du Congo. Alors, on va terminer par cette question. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne voyez pas les gens du FCC participer à un gouvernement d'union nationale avec Félix Tshisekedi, mais et dans l'hypothèse où le dialogue déciderait qu'il y ait un gouvernement de large union nationale après 2028, ils vont subir. Ils subissent déjà. Ah, ok. Ils subissent déjà. Ça veut dire que tant que les panels des anciens chefs d'État africains n'ont pas milité dans le sens d'une rencontre positive entre Joseph Kabila, le condamné, et l'actuel chef de l'État, la famille politique de Joseph Kabila n'entrera jamais dans un gouvernement pilonné par Félix Antoine Tshisekedi. Donc cette rencontre-là est très importante. C'est déjà ça l'élément catalyseur. Je l'ai dit. Ils vont se dire quoi? Des vérités. Entre chefs d'État. Ils vont se dire des vérités. Ils vont se dire pourquoi nous sommes arrivés là. Lorsqu'un mariage arrive à son terme avant la mort de l'un des conjoints, il y a quand même un temps que les deux partenaires puissent discuter. Pourquoi nous sommes arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'on arrive là? Parce que, je vous ai dit ici que si on estime que Nanga a comme papa Kagame, il faut comprendre que Nanga a comme maman Joseph Kabila. Donc, aussi bien si Nanga doit protéger les pères, il le fait aussi pour la maman. Donc, quelque part, il faut cette rencontre-là envisageable. Et il faut que le président de la République, à travers ses services, arrive à mettre en moule un mécanisme. Mais aussi, lorsqu'on parle du renouvellement de la classe politique, pourquoi pas nous, au gouvernement? Ah, vous êtes l'union sacrée? Non, je parle en tant qu'individu. Ah,
En tant qu'individu, pourquoi pas nous? Pourquoi la sélection s'est faite à un certain niveau? Il faut que le président de la République arrive à trouver. Parce que ce qui est vrai, c'est quoi? L'union sacrée dont nous sommes membres connaîtra aussi une fissure. Bon, Effectivement. c'est pas une prophétie de malheur, hein? L'union sacrée connaîtra aussi une fissure. Après Tshisekedi. Déjà avant la tenue du dialogue ou après les dialogues. Ok. Parce que si nous devons avoir 50 députés, toute cette crème de politique qui sont autour, ils vont se repositionner. Ils vont aller où? Ils vont se repositionner. Nous avons fini, à moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir. Non, je vous remercie, mais je voudrais aussi profiter de votre micro pour dire à la base de l'UDDC que nous sommes en train de revitaliser les structures. Nous avons été à Funa, nous sommes descendus à Tchangou et bientôt nous serons à Lukunga pour pouvoir installer les bureaux fédéraux. Et donc, au niveau de l'intérieur, nous sommes déjà là. Je pense qu'après le retour du président Charles Bamana, ça sera maintenant à mon tour de pouvoir faire le tour de la République démocratique du Congo pour pouvoir voir nos fédérations au niveau provincial. Merci beaucoup, M. Popol Djamani. Nous rappelons que vous êtes secrétaire général de l'UDDC, l'Union pour la démocratie et le développement du Congo. Merci d'avoir été sur ces plateaux des tables rondes. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros des tables rondes. Au revoir.